Bonjour tout le monde. Connaissez-vous l'histoire de la Nueve? Il s'agit d'une compagnie de la deuxième division de blindés du général Leclerc pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément la 9e compagnie du régiment de marche du Tchad, qui avait pour particularité au sein de la division blindée de Leclerc d'être composée majoritairement d'Espagnols. En effet, sur les 160 membres qu'il a composés, 146 étaient des Espagnols ayant fui le régime franquiste après la guerre d'Espagne. Ils avaient combattu durant cette guerre, donc la plupart avaient fait quasiment l'ensemble de la guerre, entre 1936 et 1939, et après des défaite, forcément, ils avaient dû fuir la répression et une mort quasiment certaine. Et beaucoup vont continuer de s'engager contre le fascisme et le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle va participer à plusieurs combats avec les forces alliées, dont notamment la libération de Paris, lors de laquelle il va être en première ligne, puisque ce seront les premières troupes de la France libre à rentrer dans Paris en août 1944. Déjà, faisons un peu de contexte. En juin 1940, l'Afrique du Nord rallie le nouveau régime qui se met en place et qui va devenir en juillet le régime de Vichy, suite au vote du 10 juillet 1940 et aux lois constitutionnelles du 11 juillet 1940. Cette région avait accueilli beaucoup de réfugiés espagnols. Alors globalement, des centaines de milliers d'Espagnols avaient fui l'Espagne, comme je vous l'ai dit, et s'étaient réfugiés en France. Et en 1940, au moment de la défaite, ils étaient encore 120 000. Ils vont avoir des sorts différents. Alors beaucoup sont internés dans des camps de concentration ou des camps de travail, où leur force de travail est mise à profit pour construire des chemins de fer, des barrages par exemple. Un certain nombre avaient également intégré la Légion étrangère. C'était leur seule solution pour être intégrés au sein de l'armée. Et sans camp de travail ou intégration à l'armée, c'était renvoi en Espagne, synonyme pour beaucoup de morts ou de persécutions, pas très agréable. Alors, certains Espagnols avaient aussi cherché à intégrer directement l'armée française sans passer par la Légion étrangère, par la création de corps spécifiques, ce qui s'était fait également pour les Polonais. Mais là, l'état-major a refusé, notamment à cause de la couleur politique de ces réfugiés, beaucoup d'anarchistes, de communistes, socialistes, au cas des gens, ce qu'on résume par des gauchistes aujourd'hui, et c'est un peu aussi par des gauchistes dans la vue de l'état-major de l'époque, qui ne voulait pas du coup de création de corps spécifiques de ça. Mais comme les commandants, les officiers de la Légion étrangère étaient plutôt assez réactionnaires, les Espagnols étaient assez réticents à les intégrer, et ainsi beaucoup ne vont pas intégrer l'armée française à ce moment-là, ce qui va priver la France de quand même quelques milliers de soldats expérimentés et compétents. Ils auront quand même tout de même 6 000 à participer à la campagne de France avec la Légion étrangère et à se battre vaillamment. Et après la défaite, ils seront 300 à quitter la France pour aller à Londres afin de rejoindre le général de Gaulle. Ceux qui sont restés à la Légion étrangère vont être une partie envoyée en Afrique du Nord, où ils vont être en garnison. Et là-bas, on trouve aussi 20 000 du coup réfugiés espagnols sur les 120 000 que la France comptait encore, qui y sont, notamment dans des camps de travail où ils construisent notamment des chemins de fer. Dans des conditions de travail et de détention, là aussi, bien mauvaises. Et beaucoup vont mourir à cause de ces conditions de détention ou en tentant de s'évader. Et on trouve là dans ces camps plus espagnols des réfugiés issus d'autres pays. Donc c'est vraiment là on fourre tous les réfugiés, on les met là-bas. Et ces camps vont être libérés en novembre 1942 suite au débarquement allié en Afrique du Nord. La Légion étrangère rallie à ce moment-là également les Alliés. Et en parallèle du coup de la Légion étrangère qui reste commandée par d'anciens vichistes, est créé les corps francs d'Afrique, qui du coup sert un peu de légion étrangère de la France libre en parallèle de la Légion étrangère officielle. Et pas mal d'Espagnols vont l'intégrer. Des Espagnols issus des camps libérés, recrutés souvent par d'autres Espagnols qui étaient déjà au sein des forces alliées, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des Espagnols qui avaient rejoint de Gaulle à Londres, d'autres qui avaient aussi fui dans d'autres pays alliés et qui vont s'engager dans l'armée. Et donc en novembre 1942, il y a entre 1300 et 1400 Espagnols qui combattent dans les forces de la France libre, sans compter du coup les autres forces alliées. Ils vont recruter donc notamment leurs compatriotes des camps pour les intégrer au corps franc d'Afrique. Il va y avoir également des désertions de la Légion étrangère vers le corps franc d'Afrique, puisque ils préfèrent ces nouveaux corps francs à la Légion étrangère où ils étaient méprisés. Et cela se faisait assez naturellement de s'engager dans la France libre à ce moment-là pour beaucoup d'Espagnols, parce que pour eux, il y avait une continuité. La Seconde Guerre mondiale, dans l'esprit de beaucoup, avait commencé en Espagne en 1936. Et ça pouvait se comprendre, puisque l'Allemagne et l'Italie fascistes avaient envoyé des troupes pour soutenir Franco. Les Espagnols, ces anciens de la guerre d'Espagne, avaient combattu déjà l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Ça leur semblait logique de continuer de se battre, et de poursuivre la guerre jusqu'à que le fascisme et le nazisme soient vaincus. Et dans leur tête, la guerre aurait dû continuer encore en Espagne ensuite, pour continuer de chasser ce régime. Ainsi, beaucoup d'Espagnols vont combattre en Afrique du Nord, notamment les troupes de Rommel. Ils vont participer à la libération de Tunis, mais également à celle de Bizerte en mai 1943. Et là, ce sera une victoire stratégique pour les Alliés, même si beaucoup d'Espagnols vont y perdre la vie, et notamment parce qu'ils ont un équipement alors très rudimentaire et inférieur à ceux de leurs adversaires,
mais ils vont se battre courageusement et contribuer à cette victoire. Alors, pas seuls, toutes les forces alliées ont participé, mais ils y ont joué un rôle crucial. Après ces combats, les corps francs d'Afrique sont supprimés et ils sont remplacés par la 2e division du général Leclerc qui intègre du coup les corps francs d'Afrique et d'autres troupes. Et là, beaucoup vont intégrer cette division. Alors ceux qui étaient dans les corps francs d'Afrique, mais également d'autres encore de la Légion étrangère qui vont continuer de déserter pour rejoindre la division Leclerc. D'ailleurs, certains vont avoir des soucis à cause de ça, parce qu'ils vont être considérés comme déserteurs alors qu'ils se sont battus au sein de la division de Leclerc. Il y en a même un qui a failli aller en prison et qui a été sauvé uniquement parce qu'un de ses anciens officiers est venu en disant « Eh oh, il s'est battu pour nous celui-là, ne le mettez pas en prison, c'est pas un déserteur !» Mais donc voilà, c'est compliqué. Et une des raisons qui fait que les Espagnols sont pas mal recrutés, c'est que au sein des troupes du coup, qui sont intégrées à la division de Leclerc, du coup, il y a le régiment de marche du Tchad, qui était composé de beaucoup d'Africains noirs. Le problème, c'est que la division Leclerc est équipée par les États-Unis. Ségrégation, tout ça. Ils vont donc exiger que les soldats africains des troupes françaises n'intègrent pas la division Leclerc pour recevoir l'équipement. Et donc les Espagnols vont un peu être là pour les remplacer. Ainsi, sur les 16 000 hommes de la division Leclerc, on trouvait 2 000 Espagnols. Donc c'est pas rien. Et c'est au sein de la Nobé où leur proportion était la plus élevée puisqu'ils y composaient une immense majorité. Alors leur commandant, lui, était un Français, Raymond Dronne. C'est un ancien administrateur colonial qui a été parmi les premiers à se battre, à s'engager contre le régime de Vichy, puisque, alors, c'est pas un résistant du 10 juin, c'est un résistant du 22 juin. Pour une raison très simple, c'est que l'information a mis du temps à arriver là où il était, dans le Cameroun, et donc c'est que le 22 juin qu'il a appris qu'il y avait l'appel de Gaulle à continuer de résister, et qu'il a choisi à ce moment-là de s'engager contre le régime de Vichy. C'est quelqu'un aussi considéré comme un anticonformiste, notamment il y avait Morocco inscrit sur sa Jeep, et il va participer à différents combats en Afrique entre 1940 et 1943. Donc c'est un homme d'expérience, c'est quelqu'un qui n'a jamais été vichiste et qui va réussir à gagner le respect des républicains espagnols par cet engagement-là, par son caractère, et il a aussi l'avantage de parler couramment espagnol, ce qui est une aide importante dans une unité où le commandement va se faire en espagnol. Et il faut savoir que pas mal de commandants de la France libre avaient été assez réticents à prendre en charge ce groupe parce qu'ils passaient pour indisciplinés. Et c'était pas totalement faux, on le verra. Il est secondé par un Espagnol, Amado Granell. C'est un lieutenant qui a à peu près 45 ans à ce moment-là, qui s'est illustré déjà dans l'armée espagnole dans les années 1920. Ensuite, il va retourner à la vie civile et être un syndicaliste assez engagé. Et dès le début de la guerre d'Espagne, il va prendre des armes contre le coup d'État franquiste. Il va participer à plusieurs batailles, notamment à Madrid et lors de la bataille de Teruel, et va ensuite faire partie des réfugiés espagnols suite à la défaite en 1939. Arrivé à Oran, il est un temps interné, puis il est libéré, et il va intégrer dès novembre 1942 les forces alliées. On trouve également parmi les officiers de cette compagnie le commandant Putz, qui lui est un Français, mais qui a été commandant d'une brigade internationale durant la guerre d'Espagne. Donc il a une légitimité aux yeux des anciens de la guerre d'Espagne par cet engagement. Et beaucoup de ces combattants avaient le drapeau de la République espagnole sur leur uniforme ou sur leur char, donc c'était vraiment très marqué espagnol. D'ailleurs, leurs blindés, puisque ils avaient des blindés, la division Leclerc était une division blindée, c'était des Alftrak. C'est-à-dire des véhicules, voitures, c'était des voitures blindées équipées de mitrailleuses. Et les Espagnols vont les nommer en référence à la guerre d'Espagne. On trouve le Guernica, le Teruel, d'autres noms de batailles. Ils ont tenté d'avoir un Alftrak au nom d'Urruti, mais là, la hiérarchie française n'a pas voulu. Le nom d'un militant anarchiste, ça passait assez mal. Des batailles, ça passe. Un militant anarchiste, ça passait moins. Cette division donc, était composée d'anciens de la guerre d'Espagne, beaucoup d'anarchistes, mais également, chose assez originale pour des militaires, on en trouve également des communistes, des socialistes, des républicains, donc une diversité politique comme ce qu'on avait retrouvé dans le camp des républicains espagnols, et ce qui faisait qu'il y avait quand même quelques tensions, parce qu'il y avait quand même une résurgence des vieilles tensions de la guerre d'Espagne qui s'y trouvent encore, même si elle était un peu apaisée. Et on trouve aussi parmi les non-espagnols des réfugiés polonais, allemands et italiens, qui avaient fui leur pays soit devant l'invasion allemande, soit devant le régime qui était en place, et qui avait donc intégré la France libre. C'est donc ainsi que cette Nobé a vu le jour. Alors, comme je vous l'ai dit, il passait pour être indiscipliné. Et c'est vrai que, notamment les anciens anarchistes, c'est pas les pros de la discipline. Ils n'obéissaient pas aveuglément à un ordre. Il fallait qu'ils comprennent la raison de l'ordre, ils avaient l'habitude d'en discuter, de proposer des choses à faire, et ils avaient même l'habitude d'élire leurs responsables. Ce qui est quand même assez, qui n'est pas trop dans les pratiques de l'armée française. Donc, on les commandait pas au bâton sans difficulté. Mais par contre, une fois qu'ils avaient accepté un ordre, qu'ils avaient compris pourquoi il fallait le faire, ils le faisaient avec efficacité et se montraient redoutables. Et de même, ils obéissaient beaucoup plus facilement si leur chef avait gagné leur respect que s'ils ne le respectaient pas. Pour comparer, pour ceux qui ont la référence, on pourrait parler un peu d'une compagnie de Stargate SG1. Parce que l'équipe de Stargate SG1 dans Stargate n'arrête pas de désobéir aux ordres, par contre, ils font bien le taf. On peut résumer un peu la Nobé
ainsi. Ils vont ainsi passer quelques semaines en garnison en Afrique du Nord, s'entraîner sur leurs nouveaux blindés, puis ils vont embarquer en direction de la Grande-Bretagne, ils vont débarquer en Écosse. Ils sont avec, donc ils sont pas seuls à embarquer, il y a toute la deuxième DB du général Leclerc qui embarque, donc il y a tout un convoi qui passe, qui arrive à passer. Il y a quelques alertes, ils ont peur à quelques moments parce que ils sont tout le temps menacés d'attaque des forces italiennes ou allemandes, mais ils arrivent à bon port. Ils passent à nouveau quelques temps là-bas, ils s'entraînent avec d'autres compagnies avec lesquelles les relations sont bonnes. Il y a également de bonnes relations avec les locaux britanniques, malgré la barrière de la langue. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est racontée, alors est-elle vraie ou pas? Voilà, mais je vous la raconte. Il y avait du coup un espagnol et une anglaise qui côté un peu, et à un moment, l'anglaise lui propose de se voir demain, tomorrow. Sauf que l'espagnol, il parlait pas un mot d'anglais, et pour lui, l'anglaise pensait qu'il était un mort. Tout mort. Moro, vous voyez la ressemblance et la confusion qui pouvait se créer. Mais globalement, les choses se passaient bien. En juillet 1944, ils vont prendre la route à la mer pour la France. Alors, ils ne participent pas au débarquement de Normandie, puisqu'ils arrivent en Normandie que le 30 juillet, et qu'ils ne finissent de débarquer que le 4 août. Parce que le temps alors est mauvais, et que débarquer des troupes plus les blindés, ça prend du temps, c'est compliqué, notamment justement à cause du mauvais temps. Donc, le 4 août, tout est débarqué. Il faut cependant encore attendre quelques jours, parce qu'ils attendent des ordres. Ils sont derrière la ligne, alors ils subissent des bombardements, mais ils attendent les ordres pour passer à l'opération avec un peu d'impatience. Et finalement, les ordres arrivent. Le 9, ils se mettent en route vers Le Mans. Il y a quelques escarmouches sur la route, ils tuent quelques ennemis allemands, ils en font quelques prisonniers également. Mais ça reste des petits combats. C'est des escarmouches et pas encore du gros combat. Ils sont pas en première ligne. Ils se battent à Château-Gontier, à Alençon. Et le 12 août, là, on les envoie à Écouché. Et là, ça va être sérieux. Parce qu'Écouché, c'est une ville tenue par les Allemands, qui est un point stratégique, en fait, pour refermer une nasse sur les troupes allemandes dans le cadre de cette bataille de Normandie. Ils vont être très efficaces, ils vont attaquer rapidement Écouché, prendre par surprise les troupes allemandes qui vont avoir bien du mal à se défendre, et dans la matinée du 13 août, la ville est prise, très rapidement. Bon, par contre, les combats vont se poursuivre, parce que déjà, il faut neutraliser les troupes allemandes qui sont autour, mais en plus, les Allemands vont tenter de reprendre cette ville stratégique, et ils vont devoir la tenir pendant 6 jours, face à des troupes allemandes qui les bombardent. Ils vont également subir des bombardements des États-Unis, parce que c'était pas toujours très précis, les bombardements, et donc parfois, au secours de cible. Donc, ils sont pris quelques bombes alliées, il y a eu du tir à mi, mais globalement, ils ont bien tenu. Ils ont eu des pertes. 5 d'entre eux sont enterrés encore aujourd'hui à Écouché et plusieurs autres sont morts mais ont été enterrés à Ypres. Au total, ils vont subir 7 morts et une douzaine de blessés durant cette bataille. Et d'ailleurs, un de leurs chars est encore sur place et a été reconverti en monument pour commémorer la libération de la ville par la municipalité d'Écouché. Durant les combats à Écouché, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres compagnies qui sont avec eux, d'autres troupes, mais ils ont tendance à être en première ligne. Ils sont vraiment là, au front. Et ils vont s'illustrer notamment aussi par des raids et notamment des opérations derrière les lignes ennemies. Et là, il y a un des leurs qui est spécialisé là-dedans, Miguel Campo, qui est donc un ancien de la guerre d'Espagne, qui va passer derrière les lignes allemandes avec sa petite escouade. Il va s'infiltrer de 3 km dans les lignes ennemies, prendre d'assaut un château où il y a des troupes allemandes et des SS, donc des troupes de l'armée régulière et des troupes de la SS, et ils vont sans perte faire 130 prisonniers. Alors, c'est aidé par le fait que les troupes régulières n'ont plus envie de se battre et se rendent facilement. Les SS vont un peu plus se défendre, mais vont se faire avoir. Et tous ces prisonniers vont être ramenés. Il y a également 8 prisonniers états-uniens qui étaient sur place qui vont être libérés. Donc c'est quand même une opération grandement menée, avec efficacité. C'est un succès. Et ils vont aussi au passage ramener l'équipement, de l'armement et des informations. Donc vraiment, tout bénef. Donc on est au 18 août, lorsque la bataille des couchés prend fin pour de bon. Et là, l'Anobé peut prendre un petit moment de repos, quelques jours, avant de poursuivre le combat. Alors il faut noter que pendant cette période, ils vont se cotiser pour payer à l'église une nouvelle statue, puisque le curé de la commune avait été à leur côté durant les batailles. Alors ils n'étaient pas battus, hein, voilà, c'était pas un combattant, mais ils avaient soutenu, aidé aux soins et tout, et ils avaient gagné leur sympathie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'église des Couchés, il y a une statue qui a été financée en partie par des anarchistes. Chose quand même assez surprenante dans une église. Ils vont ensuite repartir au combat en accueillant quelques nouvelles recrues pour remplacer leurs pertes, avec notamment donc des soldats de la France libre, mais également des volontaires locaux qui choisissent de s'engager, parce que voilà, ils ont envie de se battre pour libérer le pays, et c'est vraiment le moment où il y a un enthousiasme, une nièce qui va se voir également lors de la libération de Paris. Mais ça, nous allons le voir maintenant, puisque c'est l'étape d'après. En effet, il y a à ce moment-là, Paris se soulève. Alors je vais vous laisser, History Joe, vous expliquer le contexte de la libération de Paris. Bah c'est à moi là. Pardon. Donc, pour comprendre dans quel contexte va intervenir la Nuebe, eh bien, il faut parler d'un épisode en particulier de la Seconde Guerre mondiale, c'est la libération de Paris. Mais la libération de Paris, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement insurrectionnel mené par la résistance de l'intérieur
pour essayer de mettre fin à 4 années d'occupation allemande. Car je rappelle que les Allemands sont en France depuis la défaite de 1940. Les Parisiens, poussés par les partisans de la résistance ainsi que leurs idées, vont commencer à organiser des grèves, notamment dans les secteurs de la communication, mais aussi des transports. Ils vont dresser des barricades et même mener des combats pour essayer d'affaiblir l'ennemi. Ces insurrections dans la ville de Paris vont être efficaces, mais vont être insuffisantes. Certes, ils vont contrôler un tiers de la ville de Paris à un moment, mais elle ne sera pas totalement libérée. Il faudra attendre l'arrivée des Alliés qui sont débarqués en Normandie le 6 juin 1944 pour que la libération de Paris puisse avoir lieu. Ainsi, le soir du 22 août, la Noébe reçoit l'ordre de se rendre à Paris, et ce en avant-garde. Ils sont choisis pour entrer en avant-garde dans la région parisienne pour leur expérience en guérilla urbaine. En effet, la région parisienne, c'est une zone urbaine où ils vont se battre, et les soldats de la Noébe avaient eu une expérience de guérilla urbaine durant la guerre d'Espagne. Ils savaient ce que c'était, ils l'avaient déjà fait, et puis ils avaient aussi acquis une expérience supplémentaire durant les différents combats qu'ils avaient menés aux côtés des Alliés. Donc c'était sûrement au sein des forces alliées parmi ceux qui avaient l'expérience la plus grande dans le domaine et qui étaient les plus à même de mener cette mission. Le 23 août à 6 h du matin, ils se mettent en route et ils vont foncer. Le 24 août, ils rencontrent les premières résistances allemandes autour de Paris, notamment à Longjumeau. Il y a plusieurs poches de résistance allemande qui doivent être neutralisées, et entre différents combats, la Noébe est accueillie par des foules en liesse. Alors liesse qui va poser quelques problèmes, parce que la foule vient les accueillir, les entoure en mode « Oh, youpi, on est libérés !» Le problème, c'est qu'il y a les Allemands qui sont encore dans le coin, et parfois, ils attaquent au moment où la foule est encore réunie. Donc, là, déjà, les mouvements de foule gênent les manœuvres de la Noébe, mais en plus, il y a des morts, soit dans les mouvements de foule, soit dans les tirs qui sont échangés. Du coup, voilà, ça va causer quelques morts, cette joie très compréhensible. Donc, toute la journée, les combats se poursuivent, notamment autour de la prison de Fresnes, qui est tenue par les troupes allemandes. Et dans la soirée, la Noébe reçoit un nouvel ordre, cette fois foncer pour entrer dans Paris le plus vite possible en passant entre les poches de résistance allemande. Il y a des trous dans la résistance allemande, il faut y passer. Le reste de la DB va neutraliser les poches de résistance, mais il faut que la Noébe rentre. Le but là n'est pas directement militaire, il ne s'agit pas de renverser l'équilibre des forces avec 120 hommes, parce qu'il reste 120 hommes de la Noébe qui vont y aller, entre ceux qui sont pris dans des combats dans lesquels ils n'ont pu décrocher à temps, ou ceux qui sont morts ou blessés, ou en panne. Donc c'est pas ça qui fait basculer le combat. Mais l'intérêt est psychologique et symbolique. Symbolique parce que, on pourra dire, c'est bon. On est rentré dans Paris, les Alliés sont rentrés dans Paris, la France libre est rentrée dans Paris. Symboliquement, c'est fort. Et puis, psychologiquement, l'arrivée de troupes alliées, ça va motiver les résistants dans Paris qui se battent. Et donc ça va les aider grandement, psychologiquement, à tenir face aux Allemands. Et ainsi, ils vont rentrer dans la porte d'Italie, ils vont ensuite aller vers l'hôtel de ville en évitant des combats grâce à un guide arménien qui connaît un peu la ville et les positions allemandes. Et donc à 21h22, ils arrivent à l'hôtel de ville. Ils sont accueillis une nouvelle fois par la foule qui est heureuse, mais ils n'ont pas trop le temps de profiter de la joie puisqu'ils doivent encore affronter des mitrailleuses allemandes le soir même. Puis après, les choses se calment un peu et ils peuvent être accueillis par les responsables de la résistance locaux. Et d'ailleurs, Amado Granel est à ce moment-là le premier officier français, parce que c'est un Espagnol, à être accueilli par les responsables du CNR à Paris comme libérateur et représentant du coup de la France libre. Il y a même un article d'un journal résistant qui montre la scène en se trompant sur le nom du commandant de Rome et en le présentant Granel comme un États-Unien. La nuit va être ensuite assez calme et le lendemain ils vont participer à différents combats dans la ville pour tenir tête aux troupes allemandes le temps que le reste de la deuxième division blindée de Leclerc arrive et finisse de mettre en déroute l'armée allemande, que le commandant des troupes allemandes à Paris capitule et signe la reddition le 25 août. Ils vont ensuite participer le 26 août au défilé du général de Gaulle sur les Champs-Élysées, en première ligne de ce défilé comme ils avaient été en première ligne de la libération de la ville. « 26 août 1944. Le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées. Autour du général de Gaulle, des membres du Conseil national de la Résistance, des officiels, la foule, la liesse. Autour encore les véhicules de la 2e division blindée du général Leclerc. Regardez bien, ces véhicules, ces half-tracks, chargés de la sécurité du général. Chacun porte un nom espagnol. Ici, juste à gauche du général, le Don Quichotte. À droite, le half-track Les Pingouins, du sobriquet avec lequel les Français moquent les Espagnols. Enfin,
le AFTRAC numéro 40655, le Madrid. Ces véhicules font partie d'une unité d'élite de la 2e DB, la 9e compagnie. Pour tous et pour l'histoire, Ils vont ensuite participer à quelques combats à l'est de la capitale, puis quelques jours de repos, avant de reprendre la route et de continuer les combats une nouvelle fois à l'est. Alors à ce moment-là, une partie de la 9B va s'arrêter là. Il va y avoir plusieurs situations différentes. Il y a ceux qui restent engagés dans la 9B et qui vont continuer de se battre jusqu'au bout, jusqu'au nid d'aigle à Berchtesgaden, là où il y avait un peu la maison de vacances d'Hitler. Ceux-ci vont également participer donc à l'opération de Strasbourg et à la fin de la guerre, les pertes totales de la 9B s'élèvent à 35 morts et 97 blessés et il ne reste plus que 16 Espagnols. Puisqu'en effet, comme je vous l'ai dit, certains Espagnols vont s'arrêter là. Certains vont, blessés ou morts, ne poursuivent pas le combat. D'autres vont quitter la 9B pour aller se battre en Espagne. Voilà. Maintenant que Paris libéré considère qu'ils ont fait leur rôle et il est temps de poursuivre leur combat contre l'Espagne. Et un petit nombre vont partir en piquant du matériel de guerre allemand. Drone va fermer les yeux là-dessus, va les laisser faire. Et ils vont tenter de libérer l'Espagne, alors sans succès. Ça pourrait être l'occasion, le sujet d'une vidéo, ça, de parler de la dernière tentative de libérer l'Espagne de la part des anciens de la guerre d'Espagne. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Certains avaient également été affectés à d'autres unités de l'armée française, à d'autres endroits. Et après la guerre, certains vont aussi tenter d'aller se battre en Espagne. D'autres vont rester en France et retourner à la vie civile en acceptant la nationalité française qu'il leur est offerte après s'être battu aux côtés de la France libre. Et d'autres vont rester dans l'armée, vont rester aux côtés du général Leclerc, envers lequel ils avaient un sentiment de fidélité. Alors c'est plutôt le cas de ceux qui étaient juste républicains, moins des communistes et des anarchistes. Et certains vont aller jusqu'à se battre en Indochine, du coup, aux côtés du général Leclerc. Le rôle de la 9B est aujourd'hui globalement reconnu. Alors, pas encore forcément connu du grand public, mais on en parle plus. C'est notamment Anne Hidalgo, c'est vrai, qui a contribué à Paris à une certaine reconnaissance de leur rôle dans la libération de la ville. Mais pendant longtemps, il a été très oublié. Pendant 70 ans à peu près, ça a été mis de côté. Paris avait été libéré par les Français, on voit dans le discours du général de Gaulle et dans les discours officiels. On n'évoquait pas le rôle des Espagnols, ni globalement le rôle en fait de tous les étrangers qui s'étaient engagés dans les troupes de la France libre, ou même dans la résistance, parce que beaucoup d'Espagnols se sont aussi engagés dans la résistance. Ça aussi, ça pourrait être un sujet de vidéo. Le rôle des anciens de la guerre d'Espagne dans la résistance française. Ce rôle fut important du fait de leur expérience, là aussi, de combat, de guérilla, que n'avaient pas la plupart des Français. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé. C'est une grosse vidéo, un gros sujet. Mais j'espère que néanmoins vous avez pu tout suivre et tout trouver intéressant. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!